Bonjour chers à tous, je me nomme Traoré Siaka, étudiant en base de données génie logiciel à l'Institut universitaire Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un programme de temps réel avec FreeRTOS. Pour cela, nous avons installé un terminal qui va nous permettre d'exécuter différentes commandes. Sans plus tarder, nous allons passer aux grandes parties de notre vidéo. Comme je le disais, les grandes parties ici seront divisées en trois différentes vidéos. Sur la première partie, nous allons voir le TP1 qui va nous faire découvrir le FreeRTOS, puis le TP2 qui est le Smart Email Text, plus la partie 2 qui sera la deuxième vidéo qui sera la politique d'ordonnancement, et pour terminer le TP4 qui sera la supervision en temps réel avec MySQL. Nous allons voir ensemble la découverte de FreeRTOS. On démarre par les bases. Qu'est-ce qu'une tâche FreeRTOS? Comment l'ordonnanceur choisit qui s'exécute, puis comment plusieurs tâches se synchronisent et se partagent des ressources sans se marcher dessus. FreeRTOS est un noyau de temps réel qui permet de faire tourner plusieurs tâches en parallèle sur un seul microcontrôleur avec un ordonnancement prévisible. Ici, je crée une seule tâche qui affiche un message toutes les secondes. Les 5 paramètres sont le nom de la fonction, le code de la tâche, un nom lisible, plus le débugage. La taille de la pile allouée en mots, un paramètre optionnel passé à la tâche et sa priorité. Ici, la priorité sera de 0 est égale à la plus basse. Je montre aussi que la période se règle simplement. Ici, nous allons passer à un exemple palpable. Nous allons nous rendre sur un terminal qui va nous permettre d'exécuter différentes commandes. Ici, nous allons taper la commande suivante. Les commandes ont été enregistrées au préalable sur un fichier test propre à moi-même. Veuillez m'excuser, j'ai eu une petite erreur au niveau de la maintenance en ajoutant le support à la liste des souhaits du Mac Live. Ok, comme je le disais, nous allons copier un code qui va nous permettre d'afficher des messages avec des boucles par seconde. Ici, comme vous pouvez le voir, le résultat attendu est que le message bonjour début de la tâche s'affiche toutes les secondes. Tant que je n'arrête pas, il continuera. Donc ici, pour l'arrêter, je fais un CTRL C pour mettre fin à la boucle. Il refait le test en 5 millisecondes, puis 2000 millisecondes pour montrer que la priorité change au niveau de la cadence. Ok, on continue. Maintenant, nous allons voir plusieurs tâches et leurs priorités. Ici, nous avons un code. Je vais créer 3 tâches A, B et C qui vont s'afficher chacun avec leur nom total, avec la même priorité pour toutes. Non, d'abord, on va faire A et B qui auront la même priorité et sur C qui aura une priorité plus élevée. Puis après, nous verrons l'inverse. Donc, je colle mon code ici. Et comme nous pouvons le voir ici, C a la priorité la plus élevée. La priorité de C est égale à 2. Donc nous allons exécuter le code avec cette priorité. Nous verrons ici que la première lettre à s'activer sera C. D'abord, je vais mettre fin à cette boucle. Nous voyons que ici, C s'active la première. Cette fois-ci, on va changer la priorité. Ok, excusez.
Ok, cette fois toujours avec le même code, mais avec la tâche A qui a la priorité 5. Donc, on exécute et on verra bien que c'est la tâche A qui sera la première tâche à s'exécuter. On va mettre fin à la boucle et effectivement, la tâche A est la première tâche à s'être effectuée. Ici, c'était pour mettre en avant le fait d'avoir plusieurs tâches et de voir quelle est la priorité que nous donnons aux tâches en question. Nous allons passer maintenant à la communication entre les tâches. Ici, deux tâches ne doivent jamais partager une variable globale sans protection. Je vais montrer ici le mécanisme propre pour échanger les données entre les tâches. D'abord, on va coller le code et on va les exécuter pour voir le résultat. Ok, nous voyons ici les valeurs qui s'affichent, qui sont 0, 1, 2, 3, 4, sans sauter ni doubler une valeur par seconde. Maintenant, on va passer au TP2. Ici, on va simuler une interruption matérielle avec une tâche qui déclenche un événement toutes les 2 secondes via le isSemaphore-give. Une autre tâche attend cet événement avec et ne fait rien tant qu'il n'arrive pas. C'est le mécanisme classique pour réveiller une tâche depuis une interruption. Petite question intéressante à traiter à l'oral. Que se passe-t-il si l'événement est déclenché 2 fois très vite? Ok, maintenant répondons à cette question. Un sémaphore binaire n'a que 2 états, soit 0 ou 1. Le deuxième sémaphore give, avant que le premier ne soit consommé, n'a aucun effet supplémentaire. L'événement n'est pas compté 2 fois. C'est la différence entre un sémaphore comptant montant dans la séquence suivante. Ok, place à la démonstration. Toujours avec le même procédé, nous collons notre code, nous l'exécutons et nous voyons le résultat. Nous constatons que les événements se déclenchent et ils se suivent les uns après les autres. Toutes les 2 secondes, l'événement déclenche, suivi immédiatement de l'événement reçu, avec un traitement en cours. Maintenant, passons au sémaphore comptant. Nous allons faire un pôle de ressources limitées. Ici, le sémaphore compte n nombre de connexions. Ça modélise typiquement un pôle de connexion limité, base de données, stockage et bien d'autres. 5 clients essaient d'obtenir une connexion, mais jamais plus de 3 n'obtiennent en même temps. Les autres attendent qu'une connexion se libère. C'est un compteur, contrairement au sémaphore binaire de tout à l'heure. Ok, maintenant que nous avons le code, nous allons l'exécuter. Ici, nous allons voir, on ne va jamais obtenir plus de 3 connexions obtenues sans libérer de correspondant. On met fin. Ici, nous voyons obtenu, 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 libéré, libéré, libéré. Ça sera successif. Il n'y aura jamais plus de 3 personnes connectées à la fois. Maintenant, passons au mutest qui protège une ressource partagée dans de rares conditions. On va avoir 3 tâches incrémentées, le même compteur global, sans protection. La séquence lit, attend, écrit n'est pas automatique. Si une tâche est presque juste après avoir lu le compteur, une autre tâche peut le modifier en temps. Et la première écrase ensuite cette modification. Comme nous le constatons, le compteur s'incrémente. Ici, nous sommes déjà à 82. Ici, le compteur augmente proprement une unité à la fois, sans la valeur en double, ni de saut des valeurs. Ok, maintenant le dernier exemple du TP2. 3 tâches basées sur 1. Moyenne égale à 2. La hauteur est égale à 3. Base va prendre le mutest
pour un traitement long de 3 à 5 secondes, 4 secondes plutôt je dirais. L'auteur va tenter de le prendre à son tour et se retrouver bloqué sans protection particulière. Nous allons exécuter le code pour voir tout cela. Puisque la moyenne va bloquer sans jamais, la moyenne va se lancer en boucle sans jamais s'arrêter. Arrêtons d'abord. Comme nous pouvons le constater ici, la moyenne s'est lancée en boucle continue. Il ne va jamais cesser de s'arrêter pour monopoliser le CPU et empêcher base de terminer de libérer le mutex. C'est l'inverse de priorité. Comme nous l'avons vu précédemment, par la priorité A, B et C. Ceux qui avaient la priorité s'activaient toujours en premier et il laissait autant le temps à A et B de s'exécuter avant de se réexécuter une seconde fois au fur et à mesure. Mais ici, la priorité et l'héritage sont différents. Ici, la moyenne qui a une, une hauteur plus élevée que les autres va s'exécuter en boucle. Il ne va pas laisser le temps aux autres de s'exécuter puisqu'il a accepté qu'il est le deuxième. Après la base, c'est lui. Donc il va s'exécuter en continu sans jamais s'arrêter. Mais malgré que la moyenne aura une boucle continue qui tourne en boucle, base réussit tout de même à avancer et à libérer le mutex, ce qui va permettre ensuite à hauteur de l'obtenir sans attendre. En résumé, une tâche FreeRTOS, une fois créée, est ordonnancée de façon prévisible selon sa priorité. C'est le cœur du déterminisme temps réel. Pour faire collaborer plusieurs tâches, on dispose d'une boîte à outils progressif pour transporter les données, pour signaler un événement ponctuel, pour gérer un pôle de ressources limitées et enfin le mutex pour protéger une section critique avec une vraie notion de propriété et l'héritage de priorité qui évite l'inverse de priorité. Toute la partie 2 va maintenant approfondir comment l'ordonnanceur choisit précisément qui s'exécute quand. Nous nous retrouvons dans la deuxième vidéo pour décortiquer cela.